voilà, donc merci, merci de m'avoir invité à présider cette table ronde de conclusion. Donc je sais que vous avez eu beaucoup de... J'ai pas pu assister, j'ai assisté qu'à très peu d'exposés, mais j'ai vu un petit peu de quoi vous avez parlé. J'ai assisté aux 2 derniers exposés. Bon, il y a le grand défi de la transition écologique. On doit réduire les émissions de CO2. Ça veut dire qu'on doit réduire le contenu CO2 de l'énergie électrique que l'on produit, et puis on doit devenir plus efficace en énergie. Puisqu'on ne veut pas, à moins qu'on choisisse la décroissance, qu'on ne souhaite pas faire, je pense. Voilà. Donc, si on veut réduire les émissions de CO2, il n'y a pas 36 façons. Où on réduit le contenu CO2 de l'énergie électrique, on produit en utilisant moins d'énergie, et voilà, si on veut éviter la décroissance. Alors, évidemment, la manière, ça nous amène à l'idée qu'il faut l'innovation verte pour pouvoir, il faut des innovations qui conduisent à économiser plus d'énergie et à trouver de nouvelles sources d'énergie plus propres. Un des problèmes qui se pose, donc moi ce que j'ai fait un petit peu ma contribution en économie, ça a été de mettre l'innovation verte dans les modèles macroéconomiques. Voilà, en gros, avant, ceux qui faisaient de l'économie du climat, c'était des modèles de croissance où il y avait de l'accumulation de capital et il n'y avait pas d'innovation. Voilà. Nordaus et tous ces gens-là sont très sympathiques, mais l'innovation, il n'y avait pas. Donc c'est ça que nous, qu'avec des co-auteurs, nous avons fait. Et on essaie de comprendre les implications de mettre l'innovation verte pour penser la croissance. Donc d'abord, il y a une première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les entreprises qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé, spontanément, tendent à continuer d'innover dans des technologies polluantes. Voilà, c'est pas totalement vrai, mais grosso modo, c'est vrai, et particulièrement dans l'automobile. Voilà, des travaux que j'ai faits avec des collègues ont montré que, eh bien, des entreprises qui ont beaucoup innové dans des technologies polluantes dans le passé tendent spontanément à continuer à faire ce qu'elles font bien. La deuxième chose, c'est que l'innovation verte est plus risquée que l'innovation pas verte. Voilà, c'est beaucoup plus risqué d'investir dans l'innovation verte que dans l'innovation dans des technologies moteurs à combustion, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, spontanément, c'est pas évident que les gens prennent le risque d'aller dans l'innovation verte. Et il va y avoir un rôle de l'État et de la société civile pour pousser les entreprises à innover vert, pour rediriger le changement technique vers l'innovation verte. Alors, quels sont les instruments? Évidemment, d'abord, la taxe carbone est très importante, c'est-à-dire il faut donner un signal prix. C'est évident que si vous augmentez la taxe carbone ou le prix du carbone, eh bien, vous allez rendre moins profitable d'innover dans des technologies polluantes. Vous allez donc induire les firmes à produire plus vert et à innover plus vert. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres instruments, c'est tout ce qui est politique industrielle, et là on a vu des exposés qui disent, voilà, il faut un rôle, il faut repenser la politique industrielle, il faut créer en Europe l'équivalent de la DARPA, de la Defense Advanced Research Project Agency américaine. Vous savez, dans les années 50, les Américains, ils étaient déjà en course avec l'Union soviétique, il fallait mettre un homme dans l'espace en 2 ans, il fallait produire de nouvelles armes, et le moyen de le faire, eh bien, c'était pour transformer de la recherche fondamentale en technologie opérationnelle très rapidement, il fallait créer cet outil qui est la Defense Advanced Research Project Agency. L'argent vient des ministères, on nomme des chefs d'équipe, et les chefs d'équipe suscitent des projets concurrents pour atteindre ces missions. Un exemple récent, ça a été la BARDA, c'est-à-dire l'équivalent pour la biotech de la DARPA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority. C'est grâce à ça qu'on a pu transformer en 1 an l'ARN messager, qui était donc un savoir de base, en production de masse de vaccins. Il fallait quelque chose comme la DARPA, c'est la BARDA américaine. Nous n'avons pas l'équivalent en Europe et ni en France non plus. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir devant les outils. Il y a tout de suite la taxe carbone et les signaux prix, mais il y a également tout l'aspect politique industrielle. Donc ça, et il y a la finance verte qui joue un rôle très important parce que, comme je vous ai dit, l'investissement dans l'innovation verte est plus risqué que l'investissement dans l'innovation pas verte. Donc d'où le rôle des instruments financiers et de ce qu'on appelle la finance verte. Voilà. Alors évidemment, il y a des questions qui se posent. À quelle vitesse il faut aller? C'est évident que si j'attends pour investir dans l'innovation verte, eh bien les technologies vont continuer de se développer dans des technologies polluantes. Ça sera plus coûteux demain de faire la transition énergétique. Donc il y a la bonne vitesse. Et puis il y a l'arbitrage entre le court et le long terme. Est-ce qu'il faut investir beaucoup en capital maintenant pour transformer?
pour passer à des technologies non polluantes, mais il y a aussi investir dans l'innovation à long terme pour pouvoir avoir plus d'énergie saving, et donc il y a un peu cet arbitrage. Est-ce que je mets tout dans le capital maintenant pour faire vite les transitions, ou est-ce que aussi je ne dois pas penser à l'innovation à long terme? Par exemple, une question très intéressante, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le gaz de schiste. J'étais surpris que personne... Est-ce que c'était mentionné, le gaz de schiste? Nous, vous savez qu'on a du gaz de schiste. Voilà. Bon, c'est quand même moins polluant que le gaz de schiste est moins polluant que le pétrole. Donc voilà, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité le gaz de schiste également. Et ça leur a permis de réduire la pollution. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'innovation qui s'est mise sur le gaz de schiste et qui s'est détournée de l'innovation dans les énergies renouvelables. Mais ils avaient toute une question d'arbitrage entre le court terme et le long terme. Est-ce qu'il faut complètement ignorer le gaz de schiste, ou est-ce qu'il fallait dire, eh bien, on explore en tout cas des sources intermédiaires qui ne sont pas les sources d'énergie que nous voulons à long terme, mais ça nous permet de gagner du temps. Il y a l'élément temps et de planifier la transition énergétique comme il faut, mais évidemment faire en sorte que on ne déraille pas la transition écologique, mais simplement on se donne un peu de marge pour la faire dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est... Alors dans les transports, il y a moi je ne suis pas du tout spécialiste des transports, mais c'est évident qu'il y a des composants qui ne sont pas verts dans les voitures électriques. Donc j'imagine que vous en avez parlé aujourd'hui. Les voitures électriques, elles ne sont pas si propres comme on dit, parce qu'il y a encore dedans des composants qui ne sont pas verts. Alors comment on peut les verdir, ces composants-là? Et ça ramène à la chaîne. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la voiture à hydrogène est plus propre ou moins propre que la voiture électrique quand on prend les composants? Donc ça, c'est des questions que j'imagine que vous avez soulevées. Il y a aussi des questions très intéressantes d'organisation des transports. Par exemple, en Allemagne, ils ont tout ce qui est TGV, transport intercité. En Allemagne, c'est moins bon que chez nous. Rien n'est aussi bon que les TGV français. Mais nous avons fait du tout TGV et nous avons ignoré, nous avons délaissé les lignes, le transport périurbain. On voit bien les RER, l'état lamentable de nos RER, tout ce qui est transport de banlieue, etc. Ce qui oblige les gens à prendre leur voiture et ce qui amène des pollutions, des embouteillages. Les Allemands, eux, ils ont beaucoup plus investi que nous dans le transport périurbain, mais ils font moins bien dans le transport intérieur. Est-ce que vous avez discuté de l'organisation des transports? Est-ce qu'il faut mettre plus vers le TGV, moins vers le... Comment vous organisez le transport et la modernisation des transports? Alors, je veux juste terminer en disant, la transition écologique, ça va être énormément d'investissements en capital et en innovation. Donc, ça va être, d'un point de vue macroéconomique, c'est évident que ça va être inflationniste. En tout cas, ça a tendance à être inflationniste, parce que ça va créer une demande qui va augmenter et l'offre ne va pas répondre tout de suite. Ça va probablement pousser pour des hausses de taux d'intérêt. Ça va certainement amener du chômage, en tout cas du chômage de recyclage d'un secteur à un autre. Donc on voit bien qu'il va y avoir des effets macroéconomiques importants et on doit faire ces investissements malgré la dette publique que nous avons. Comment on pense la dette publique? Vous savez qu'il y a des gens, des politiciens, ils ont raison, ils disent attention, la dette publique française, mais un petit peu, si on les écoute, il faudrait qu'on investisse dans rien du tout, parce qu'il faudrait d'abord qu'on réduise la dette publique. Mais il y a la dette publique monétaire et il y a la dette environnementale. Si pour réduire la dette publique, je retarde certains investissements et que ça devient plus cher de les faire demain, qu'est-ce que je laisse aux générations futures? Je leur laisse à la fois une dette publique monétaire, mais je leur laisse également une dette environnementale. Comment je mets les deux ensemble? Donc ça doit être repensé. Or, la plupart des politiciens qui parlent de dette publique ignorent complètement l'aspect environnemental quand ils parlent de dette publique. Donc comment on gère ça? Vous voyez, donc je pense que, en tout cas, pour un économiste, c'est un domaine passionnant parce que toute la macroéconomie doit être repensée, toute l'approche à la dette publique doit être repensée quand on pense à la transition écologique, et puis tout le poids de l'innovation. L'innovation, c'est vraiment l'idée qu'elle n'est pas spontanément verte, qu'il faut la pousser vers le vert, qu'il y a plusieurs instruments pour le faire, qui sont plus ou moins coûteux, et que donc il faut prendre ça en compte quand on détermine une stratégie. Et puis il y a toute la stratégie, évidemment, des énergies intermédiaires. Est-ce que je dois ou pas les utiliser, les délaisser? Comment j'utilise intelligemment? Est-ce qu'en France, par exemple, le gaz de schiste, on continue de dire qu'il n'existe pas? Ou est-ce que je dois considérer qu'il existe quand même et que ça peut m'aider à moyen terme? Voilà, je ne veux pas rester trop longtemps, mais voilà des questions que moi, en tout cas, je me pose. Et voilà. Alors donc, dans table ronde, donc il y a Marc Ivaldi qui est intervenu et qui nous a essayé d'expliquer notamment quels outils économiques peuvent permettre d'améliorer ou d'accélérer la transition vers des transports décarbonés. Il y a eu Patricia
Elisa Ingalina, qui s'est posé le problème de l'engouement récent pour la marche à pied et la reconquête d'espace, quand il y a comment les piétons, les vélos, comment les différents modes de transport nouveaux coexistent et comment j'organise la ville pour que ça coexiste. Mathieu Flonneau qui a regardé un petit peu les mobilités, mais les mobilités globalement, je pense. C'est ça, vous avez regardé mobilité, la mobilité de transport avec la mobilité sociale. C'est vrai que ces deux mobilités sont très reliées. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Le social et l'aspect géographique et l'aspect mobilité sociale sont très liés. Ensuite, on a eu l'exposé de Marie Duguay qui a parlé beaucoup de responsabilité. Qu'est-ce que ça devient la responsabilité civile quand vous avez des conducteurs automatiques, quand vous avez des voitures autonomes? Comment on définit la notion de responsabilité et comment on s'adresse aux constructeurs et quel est le droit qu'il faut mettre? Comment repenser le droit de l'environnement plus généralement? Et puis le dernier exposé, qui était aussi fascinant, sur le fait qu'on aura beaucoup besoin de minerais, on aura besoin de capital. Plus que jamais, on va devoir investir en capital, parce que, en fait, la transition écologique, c'est remplacer de l'énergie fossile par du capital, mais c'est remplacer, comme vous disiez, de l'énergie fossile par des ressources minérales. Et comment on va faire? Comment on met ensemble énergie nouvelle et être plus efficace en énergie saving pour justement gérer cette... Et est-ce que justement les sources d'énergie intermédiaires ou d'autres choses ne sont pas utiles pour permettre de gérer justement ce que vous parliez de stock flux tout à l'heure et comment on gère cet arbitrage entre les stocks et les flux. Voilà, donc je crois que j'organise. Alors comment j'organise? Est-ce que chacun intervient un petit peu, dit quelques mots? Comment vous voulez qu'on organise la table ronde? Est-ce que peut-être Marc, tu veux commencer? Tu as dit beaucoup de choses. Donc, cher Philippe, tu as abordé un thème qui me passionne, qui est est-ce qu'il faut une politique industrielle? Et je crois qu'aujourd'hui, on l'a abordé plusieurs fois pour souligner les risques. En particulier, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans les choix qu'on fait en poussant trop le véhicule électrique en Europe, en mettant des contraintes sur le fait qu'on n'aura plus de véhicules thermiques à partir de 2035. Tu as évoqué les gaz de schiste, c'est aussi une décision politique qui a été derrière. Donc, le problème de ces politiques industrielles, c'est quelle est la bonne politique industrielle, comment elle doit être bien faite. Et là, on peut dire qu'on a plein d'exemples aujourd'hui où on a eu plein de problèmes. On n'a pas su maintenir la filière nucléaire, on a complètement abandonné les gaz de schiste. On est probablement, enfin je ne sais pas, mais les chiffres qu'on m'a montrés aujourd'hui sur toute la filière électrique, je me demande si ça vaut... On peut se demander si ça vaut vraiment le coup de continuer à investir vu l'avance des Chinois, enfin 10 ans d'avance ou l'équivalence, qui est le chiffre 10 000 euros sur un véhicule électrique d'avance, ça paraît considérable. Donc je crois que ça, il faut qu'il y ait une réflexion très importante sur comment on peut mener cette politique. Alors moi je crois qu'il faut toujours partir de la base là-dessus. Il faut partir des chercheurs, il faut partir des entreprises. Il faut que ces discussions, et un colloque comme ça, c'est très bien justement, c'est ça qui peut permettre de bien définir des politiques industrielles. On n'arrive pas assez à réfléchir à cette transparence et cette indépendance dans les décisions industrielles et la prise en compte du lointain là-dedans. Alors moi, je crois beaucoup à la concurrence. Alors évidemment, au niveau international, actuellement, vu la situation politique, on a l'impression qu'on est plus dans la déglobalisation, la démondialisation que dans la concurrence.
c'est un problème qui me paraît très important. On a bien l'impression, avec les chiffres que l'on a, qu'on pourra difficilement se tourner, arrêter d'avoir des échanges importants entre pays. Et pour moi, c'est actuellement la préoccupation la plus importante. Mais une chose intéressante sur la politique de la concurrence, c'est qu'un défi, c'est de réconcilier politique industrielle et politique de la concurrence. Très souvent, on a présenté les deux comme antinomiques. Mais ce qui est intéressant avec le modèle DARPA, c'est que c'est un modèle c'est une façon de faire la politique industrielle qui est compatible avec la concurrence. Vous avez vu que les vaccins, il y avait plein de laboratoires, il y avait Moderna, Pfizer, Johnson, etc. en concurrence. Donc il y a un aspect de haut en bas, top-down, on dit en anglais, puis un aspect bottom-up. Et je trouve que le modèle DARPA est de ce point de vue-là très intéressant parce qu'il peut réconcilier politique de concurrence et politique industrielle. On les a souvent totalement opposés, mais je pense qu'il y a une bonne gouvernance de la politique industrielle qui permet peut-être de les réconcilier. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça fait maintenant 20 ans, 30 ans que tu le dis. On ne m'écoute pas. Et on ne t'écoute pas. Enfin, on n'en parle pas. On n'est pas. Les retraites, on ne va pas parler des retraites. Oui, alors, Patrice, est-ce qu'on fait dans l'ordre de la table? On fait peut-être dans cet ordre-là, oui. Marie? Merci. Alors peut-être quelques mots rapides. Je voudrais rebondir sur un élément de votre réflexion. Vous avez dit à quelle vitesse faut-il aller, jusqu'où faut-il se projeter, et ça, c'est vrai que c'est une question qui intéresse beaucoup aussi les juristes, notamment face au développement de la voiture autonome, mais pas que, face au développement de l'intelligence artificielle. Pour adapter la législation, il faut d'abord savoir si celle qui est en vigueur est aujourd'hui pertinente. Il faut avoir une capacité à imaginer les problèmes que les IA vont éventuellement soulever à l'avenir. S'agissant de la responsabilité civile, il faut qu'on arrive à imaginer les nouvelles configurations accidentelles qui pourront être celles de demain. On se demande aussi beaucoup dans quelle mesure, je reviens sur la voiture autonome, mais dans quelle mesure on doit également s'intéresser à l'éthique de la voiture autonome. Ça renvoie à un certain nombre de questions qui ont pu être posées. Le dilemme du tramway, si la voiture autonome a le choix entre renverser une personne âgée ou renverser une jeune mère qui traverse avec ses enfants, qui doit-elle choisir de blesser en priorité? Alors, ce sont des questions dont on ne sait pas exactement si on doit aujourd'hui les régler, alors que la technologie n'est pas encore véritablement en mesure d'y être confrontée. Et c'est vrai qu'on a toujours un peu deux camps qui s'opposent. Certains qui estiment qu'il faut attendre de voir comment les choses ont évolué avant de légiférer, d'intervenir, et puis d'autres qui insistent sur le fait que il ne faut pas hésiter à anticiper les problèmes, notamment parce que lorsque des comportements néfastes s'installent, il peut être ensuite a posteriori difficile de les interdire. Et il me semble que ce qui doit déterminer l'intervention du juriste, c'est sans doute l'attention portée peut-être aux préoccupations aussi des acteurs de l'innovation. Il ne faut pas non plus que le maintien d'un cadre juridique incertain freine et décourage l'innovation. Et à ce titre, il faut se souvenir que, en fait... De précaution notamment, qu'est-ce qu'on en fait ? Le principe de précaution est justement peut-être une illustration de cela. Et en tout cas, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte en matière d'innovation de concurrence normative. C'est-à-dire que quand la législation freine l'innovation à un endroit donné et qu'elle l'encourage à un autre, évidemment, on perd peut-être des investissements qui sont précieux. Et c'est vrai que sur le plan de la course à la voiture autonome, tous les États ne sont pas évidemment sur un plan d'égalité. La France est signataire de la Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière. Cette convention, pendant un certain temps, elle a empêché le déploiement des véhicules autonomes parce qu'elle exigeait la présence à bord du véhicule d'un conducteur qui se serait tenu systématiquement en état de
voilà, de réagir aux aléas de la circulation. Il a fallu qu'on l'amende à plusieurs reprises. Et le dernier amendement est entré en vigueur en France à l'été, pour permettre justement aux véhicules de ne plus circuler avec un conducteur à bord. Mais les États-Unis et la Chine, sauf erreur de ma part, ne sont pas signataires de cette convention. Et c'est vrai qu'ils ont pu s'affranchir de ces contraintes peut-être plus tôt que nous. Un exemple, je ne vais pas monopoliser la parole, mais un exemple intéressant où on voit bien qu'est-ce qui fait la prospérité, la verte ou ce qu'on veut, c'est vraiment, en tout cas, c'est la confrontation entre les technologies et le droit et les institutions. Par exemple, on sait que maintenant le déclin de la croissance américaine depuis le début des années 2000, c'est parce qu'il y a eu la révolution des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle. Ça a conduit au développement des GAFAM qui ont pu se déployer, qui ont pu, avec des fusions-acquisitions non régulées, en fait, devenir vraiment tentaculaires et décourager l'innovation des autres entreprises. Et donc, on n'a pas su adapter la législation de concurrence aux États-Unis à l'émergence de la technologie de l'information et de l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'une technologie qui pourrait vous donner beaucoup de croissance verte, etc., eh bien, en fait, elle peut vous donner une croissance très molle parce que les institutions, notamment en l'occurrence les législations de concurrence, ne se sont pas adaptées à ces... Il y a des travaux très intéressants. J'ai un collègue, Richard Gilbert, qui est professeur à Berkeley, qui a écrit un livre là-dessus, comment adapter les institutions de concurrence aux technologies digitales et à la révolution digitale. Et je crois que vraiment, la prospérité, c'est le produit croisé des technologies et des institutions. Et si les institutions ne suivent pas les technologies ou elles ne s'adaptent pas, eh bien les mêmes révolutions technologiques vous donnent des trucs désastreux ou des trucs pas du tout ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment la combinaison des deux qui peut donner quelque chose de vertueux ou de non vertueux, quoi. Ouais. Alors, je me tourne vers Christophe Poinceau. Donc, quelles sont un peu vos réactions, vous, sur le capital, la dette publique, etc. Est-ce que vous feriez quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'on doit venir réformer Maastricht, par exemple, pour s'autoriser un peu plus d'endettement, mais intelligent? Ou est-ce que je dois rester avec la loi de M. Abeille, qui est, quelle que soit la source de déficit, je limite mon déficit à 3% du PIB? C'est un cher monsieur, très bien, ce M. Abeille, qui travaille au ministère des Finances. Quelle est votre vision? Est-ce que vous avez une vision là-dessus? Je me risquerai pas à porter un avis sur des sujets économiques. Vous êtes nettement plus compétent que moi. Mais par contre, non. Vous avez fait de l'économie dans votre exposé. Certes, je suis... Non, je voulais partager avec vous 4 messages importants, finalement, je dirais, au vu de la teneur des débats qu'on a eu aujourd'hui, et puis aussi de mon expérience sur ces sujets de transition, alors certes au BRGM, mais aussi précédemment dans les domaines de l'énergie. Le premier point, quand même, qui me frappe, c'est que, et je vais revenir à un slogan que vous connaissez tous, il faut qu'on agisse localement, mais il faut qu'on pense globalement. Et je pense qu'on a un déficit de vision systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que finalement nos activités, notre gouvernance est un peu sectorisée et on a du mal à voir la vision transversale et à voir les effets rebonds que ça va créer. Et on a un très bon exemple aujourd'hui. D'un côté, on prône la réindustrialisation, ce qui est évidemment une évidence si on veut gagner en souveraineté. De l'autre, on a des industries qui sont en train de quitter la France parce que le prix de l'énergie est juste prohibitif. Donc la mise en cohérence d'ensemble et la vision systématique globale me paraît importante. Et également aussi pour reconnaître qu'il n'y a pas de solution unique. Et je crois que c'est apparu très clairement aujourd'hui. Le véhicule électrique pour tout faire n'importe où en France, au centre des grandes villes comme au fin fond de la campagne, ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens d'ailleurs parce que de toute façon on n'aurait pas les ressources pour le déployer. Donc je crois que là aussi il faut qu'on soit peut-être un peu plus ouvert, j'allais dire, dans les modèles qu'on peut proposer et dans notre réflexion. Le deuxième point, c'est que, on en parlait tout à l'heure, on se rend compte finalement au travers de plusieurs des exposés qu'on a eu aujourd'hui que certaines trajectoires aujourd'hui qui nous sont données sur la décarbonation, sur la mobilité, etc., se heurtent assez violemment à la réalité physique du monde. Et je crois que ça doit nous appeler, nous scientifiques, à nous investir, je dirais, non pas pour prendre la place des politiques dans les décisions qui sont à prendre, qui sont quelque part des compromis entre les différents champs, mais plutôt pour éclairer quel est le choix des possibles, quelles sont les trajectoires qui sont tenables, qui sont empruntables, et quelles sont celles, à l'inverse, qui, malheureusement, malgré toute la volonté politique qu'on pourra avoir, ne marcheront pas parce qu'on se heurtera, encore une fois, aux limitations physiques du monde dans lequel on est présent.
Et puis, dernier point, je m'en resterai à 3. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit beaucoup plus réaliste ou lucide sur le contexte géopolitique global. Là, c'est plus mon expérience en ambassade qui parle, mais je constate que on est dans un monde avec une confrontation et une stratégie de puissance affirmée de la part des deux puissances dominantes que sont la Chine et les États-Unis, qui se déclinent dans tous les champs finalement, et y compris et en particulier dans les champs des technologies décarbonées, parce que ces deux pays ont bien compris que finalement c'était sans doute une clé de la domination, au moins technologique, du monde de demain. Et donc, ça ne peut que nous interroger, je dirais, à prendre du recul du coup sur ces sujets et bien percevoir quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses, mais et comment on peut tirer notre épingle du jeu. Sûrement pas individuellement en tant que pays, mais plutôt collectivement en tant que plateforme européenne, qui est sans doute, en tout cas de mon point de vue, la seule dimension où on peut espérer, je dirais, réussir à avoir une influence finalement sur le contexte global. Mais en particulier du côté de la Chine, je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement lucide sur le fait qu'ils ont une volonté affirmée et ils investissent de manière massive pour dominer toutes les technologies décarbonées dans le monde de demain. C'est leur stratégie de déploiement et pour devenir les premiers de la classe, qui est leur rêve, comme vous le savez. Donc il faut qu'on en tire les conclusions sur la manière dont on agit, je dirais, dans ce contexte-là. Mais justement, je pensais à une chose. On a des outils en Europe qui sont, par exemple, la politique de concurrence. Je pense essentiellement, les décisions sont bonnes. Mais on lui a reproché des fois d'être trop centré sur les parts de marché et d'être très inward-looking, c'est-à-dire on regarde d'abord la concurrence au sein de l'Europe, sans regarder beaucoup qu'en est-il de la concurrence avec les autres, avec la Chine et les États-Unis. Bon, alors est-ce qu'il ne faut pas aller vers une politique de concurrence qui est plus... J'empêche une fusion-acquisition si elle est mauvaise pour l'innovation, plutôt que pas juste regarder les parts de marché de telle entreprise au sein de l'Europe. Voilà. En tout cas, il y a eu la question, est-ce que je dois moderniser la politique de concurrence en prenant en compte qu'on est en concurrence aussi avec les Chinois et les Américains? Et la deuxième chose, je reviens à mon budget, quand on voit que la Chine, ça monte, les États-Unis sont très hauts en innovation et que nous, on est rikiki en Europe, est-ce que je dois avoir la même obsession du déficit à 3% et compter de la même manière des investissements en innovation et des investissements et des dépenses récurrentes? Est-ce que je ne dois pas repenser le cadre budgétaire? Est-ce qu'on a vraiment les outils en Europe pour faire concurrence avec la Chine et les États-Unis? Voilà, petite question. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement... mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je pense qu'on sera forcément amené à un moment à revoir la règle des 3% et voir ce qu'on y met dedans. Vous mentionnez à juste titre les questions d'innovation qui sont primordiaux par rapport aux transitions qu'on a gérées, mais le même type de question se pose sur les dépenses de défense dans le monde d'aujourd'hui et face aux risques qui pèsent maintenant sur le continent. Sur l'aspect... donc je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'on ne coupera pas à ce débat-là. Sur l'aspect concurrence... moi, ce que j'observe, c'est qu'on reste très accroché aux règles de l'OMC appliquées de manière assez stricte et exemplaire, hein, je pense, d'ailleurs, au niveau européen. Mais ça m'interpelle un peu quand je vois à l'inverse les libertés que peuvent prendre un certain nombre d'autres pays autour de nous. Et je pense que quand je dis qu'il faut peut-être qu'on soit un peu plus lucide, c'est qu'il faut qu'on joue à armes égales. C'est-à-dire, quand on regarde l'Inflation Action Act des Américains et les centaines de milliards qui sont en train de déverser partout, j'ai à titre perso un petit doute sur le fait que ça s'inscrit complètement dans les règles de l'OMC. C'est des choses que je ne sais pas si nous, on serait prêt à faire ça. Et je pense que voilà, il faut qu'on regarde beaucoup plus les relations avec finalement ces deux géants qui sont à l'ouest et à l'est, avec cette clé de lecture du fait que voilà, ils sont eux-mêmes dans une logique de confrontation et quelque part on est instrumentalisé par l'un et l'autre dans cette logique. Mathieu Flonneau, moi j'ai une histoire, une anecdote sur les transports piétons. On a les vélos à Paris et les vélos respectent jamais les feux rouges, etc. Moi j'ai failli me faire renverser par un vélo parce que je considère que comme c'est des vélos, ils peuvent ignorer tout et être parfaitement égoïstes parce que comme ils sont déjà en vélo, c'est parfait. Et donc, et un jour je me trouve avec une amie à déjeuner et elle me dit, oui, j'étais dans tel endroit, sur telle place qui est ma place. C'est vrai que j'ai failli me heurter un piéton et il m'a fait un geste où il s'est mis à me crier dessus, etc. Et moi j'ai répondu en rigolant, ah, c'était toi. Donc voilà. Mais en fait c'était pas moi, mais c'était comme si c'était. Mais c'est-à-dire qu'il y a un peu il y a un petit peu ce truc
comment on introduit donc ces nouveaux moyens plus écologiques, etc. Comment on régule ça? Vous voyez, vous allez à Amsterdam, les vélos, ils s'arrêtent au feu rouge. À Paris, ils ne s'arrêtent pas au feu rouge. Je considère qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'ils sont des gens en vélo. Donc ils peuvent vraiment... Comment il faut organiser une ville, vous voyez, avec des vélos, des piétons quand même, qu'on ne veut pas tous éborgner. Comment vous organisez une ville, les transports en commun, parce que des femmes enceintes ne peuvent pas prendre des vélos avec des familles nombreuses. Comment vous organisez une ville? Vous en avez peut-être parlé. Quel est un peu votre regard sur ces choses-là, et en termes d'investissement et en termes d'urbanisation également? Est-ce que, je ne sais pas si vous avez aussi soulevé ce problème? Oui, je suis déjà passé le temps là. Hein. Ah, de l'histoire. Ah, d'accord, de l'histoire des mobilités. Non, mais j'ai aussi un avis sur ce que vous venez de dire. Ouh là 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 là. J'ai aussi un avis sur les diversions du débat. L'histoire des mobilités. Oui, mais pas que, parce que précisément, on y vient à cette ville anarchique et à cette farce circulatoire parisienne. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de diversion dans le débat. Il y a beaucoup d'anecdotisation de ce débat qui est pourtant extrêmement sérieux, puisque les interventions qui viennent d'être faites rappellent que c'est des enjeux industriels lourds, de filières, de soutenabilité, des territoires qui sont derrière, c'est des enjeux d'acceptabilité sociale qui sont fondamentaux, c'est des enjeux qui font de la transition mobilitaire et environnementale quelque chose qui engage le politique et la géopolitique. Et donc il faut cesser de raisonner comme des poissons rouges et avec véritablement une mentalité parfois de grenouille verte. C'est-à-dire qu'il faut véritablement comprendre que le monde est méchant et que personne ne nous souhaite du bien. C'est ce qui a été évoqué successivement, et je les ai suivis de très près, lors du mondial de l'automobile, et on est bien loin du vélo, dont les filières de production ne sont pas toutes françaises, d'ailleurs. Et donc le mondial de l'automobile, visité par le président de la République, visité par son ministre de l'économie, animé par des industriels soucieux quand même de maintenir des emplois en France, qui ont tous appelé à la fin de la naïveté que mon collègue et vous-même avez appelé à l'instant. Alors, après, il s'agit de replacer le débat dans une vertu mobilitaire que tous nous recherchons, c'est-à-dire une diminution, évidemment, des émissions, c'est-à-dire un plus grand recours au transport public, puisque la vraie manière d'agir sur l'amélioration de la qualité de l'air dans une ville, c'est évidemment le transport public, le renforcement de modes capacitaires tels le tramway, tel le métropolitain, tel le bus, qui est le premier à souffrir de l'anarchie des chaussées parisiennes aujourd'hui. Il faut quand même voir que sa vitesse moyenne a chuté et qu'il devient un mode anecdotique. On n'arrive même plus à trouver de chauffeurs puisque les conditions de travail sont effarantes. Donc c'est quand même quelque chose qui tend, parce que vous venez de faire sourire, et tous on en sourit, et je fais du vélo, je fais même de la trottinette, vous vous rendez compte, c'est une manière quand même de violenter le piéton. C'est une manière de continuer avec un hyper-individualisme à archaïser l'individualiste qu'est l'automobiliste bien naturellement. Donc on a fait pire, on arrive à tout l'inverse de ce qui a été recherché. C'est-à-dire que l'inclusivité de la ville, elle est très discutable. Aujourd'hui, précisément, avec ces mobilités dites douces. Alors, ce que je souhaitais tirer comme argument, c'est celui du grand refus possible. Le grand refus possible populiste. Parce que les ZFE que l'on nous annonce, je suis désolé, mais la sphère académique n'a pas vu venir pour l'essentiel les gilets jaunes. Et il y a une grande responsabilité de la recherche à s'être focalisée sur ce que j'appelle les modes, mais anecdotiques, divers. Enfin, c'est formidable, mais combien de thèses, et je parle sous l'autorité de certains qui en ont dirigé et qui évidemment sont attentifs à ces mobilités nouvelles, alternatives, combien de thèses consacrées à tous ces modes qui, bon an mal an, n'arriveront qu'à 3-5% de l'offre capacitaire. Donc il faut quand même replacer la hiérarchie, et l'histoire sociale nous apprend cela, c'est que précisément, il y a des éléments qui ont, dans la durée et avec une adhésion des populations, une adhésion qui est négociée, bien évidemment, mais enfin, les modes de transport public, il n'y a aucune raison de les réduire au niveau où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un niveau quasiment de mort clinique, si on voulait reprendre, où
l'usager ne contribue que pour 30%, voire même moins, de leur soutenabilité. Donc il y a une insoutenabilité économique que le contribuable. Et c'est tout le débat de Mme Pécresse et de l'État aujourd'hui en Île-de-France. Mais l'Île-de-France n'est pas encore même... C'est là que je parlais de la comparaison avec l'Allemagne. L'Allemagne, le périurbain, par exemple, ils ont fait moins de TGV. Le interurbain est moins bien que chez nous. L'équivalent de nos TGV, ça marche moins bien chez eux, mais en périurbain, ça marche quand même beaucoup mieux, quoi. Donc il y a des Donc, gens aussi... Il y a eu des arbitrages. Est-ce qu'on doit continuer? Je ne vois pas d'ailleurs de changement dans nos politiques. Vous avez vu, vous, des changements dans la politique des pouvoirs publics, l'approche qu'ils vont avoir Je pense qu'il y a des gens compétents dans la salle pour répondre sur le fait que les mobilités du quotidien, les trains de banlieue sont effectivement encore une forme de parent pauvre. On préfère supprimer des TER en région nord, enfin, mais aussi par pénurie de conducteurs. Parce que derrière ce qui est en jeu, et je le maintiens, et c'est aussi quand même l'un des éléments sous-jacents d'une telle journée, et si le Collège de France peut avoir cette vertu d'ouvrir le débat et de le rendre encore plus public, c'était très important, c'est qu'il faut s'interroger sur les finalités de la société que l'on souhaite. C'est-à-dire que l'on peut continuer à déréguler, comme vous l'avez dit, avec les GAFAM, mais le bien public est perdu de vue. Marc, tu voulais intervenir? Oui, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Moi, j'ai l'impression, enfin, pour revenir au tout début, puis je reviendrai sur les transports, moi, j'aimerais bien qu'on ait les GAFAM en Europe. C'est ça le problème. Pourquoi on ne les a pas? La seule chose qu'on fait actuellement, c'est de mettre en place des règles pour paraît-il, réguler l'économie numérique. Je veux voir. On ne se pose pas la question de pourquoi on n'a pas de GAFAM en Europe. Et ce n'est pas qu'on n'a pas mis de l'argent. On en a perdu beaucoup. Donc, c'est cette question qui me paraît fondamentale. Est-ce qu'on a les bonnes universités? Est-ce qu'on a les bons systèmes d'innovation? Est-ce qu'on a fait en sorte que les investisseurs aient envie de prendre du risque en Europe? C'est des questions qui me paraissent très importantes. Et donc... je ne suis pas sûr qu'on est en train d'avoir justement la bonne politique européenne en Europe. En fait, de fait, on continue à ne penser que les gros sont mauvais. Hein, donc, je crois que ça... alors, après, c'est le market share approach. Pour revenir sur les transports publics, moi, je pense qu'un gros problème qu'on voit, c'est qu'on n'a pas été assez loin et assez rapidement, justement, dans les politiques de concurrence. Et que actuellement, les choix qui ont été faits pour le ferroviaire et pour l'organisation des transports n'ont pas pris en compte ça. Et il y a plein d'avantages à faire. Il faut bien voir qu'il y a un échec complet de la gestion publique des transports. C'est ça le constat. Et il faut l'accepter. Et il faut en tenir compte. On ne va pas continuer, on ne va pas tourner autour du pot. C'est ça la réalité. Les choix qui ont été faits de mettre tout dans le TGV sont uniquement des choix qui ont été faits par le public. Or, c'est une catastrophe. Et on continue. On continue. On construit actuellement, on va vouloir construire Bordeaux-Toulouse. C'est un projet de TGV. C'est un projet, je prends cet exemple, en fait, il est assez intéressant parce qu'il comprend deux branches, dont une qui va à Dax et une donc, qui va à Toulouse. Alors, on ne parle que Bordeaux-Toulouse, mais on ne parle pas de Bordeaux-Dax, qui va dans le projet coûter un tiers du prix, soit la bagatelle de 5 à 6 milliards d'euros. Vous pensez que on va amortir le TGV entre Bordeaux et Dax? Ben, on le fait. Mais même sur Bordeaux-Toulouse, on va gagner 45 minutes. Bon, mais je vous dirais, tous les gens me disent « Ah, super, le train, on peut travailler. » Mais je leur dis « Restez-y 45 minutes de plus. »
Et on économiserait actuellement l'équivalent de 14 ou 15 milliards qu'on pourrait mettre justement sur améliorer les transports dans l'agglomération toulousaine ou n'importe quelle agglomération. Je viens de Montpellier, c'est une catastrophe, vous ne pouvez pas circuler dans cette ville. Je passe au passage que le maire a décidé d'arrêter l'utilisation des bus à hydrogène parce que ça coûte trop cher, c'est une parenthèse. Donc voilà, la solution de la concurrence me paraît essentielle. Alors pourquoi elle est alors c'est pas de la concurrence où on arrive avec sa locomotive sous le bras et ses wagons et on les met, on y va là. C'est pas le marché où on vend des tomates. C'est nécessairement de la régulation. On ne peut pas faire de la concurrence sur les transports sans faire de la régulation parce qu'il y a des problèmes de sécurité, parce qu'il y a des problèmes d'organisation. En général, cette concurrence, ce sont des comparaisons entre différents opérateurs qui disposent de concessions sur des territoires. Et c'est très efficace. C'est très efficace en Allemagne. On a remis, parce qu'il y a eu de la concurrence, on a remis en marche des petites lignes, comme on dit en France. On aime bien le mot petit, parce que petit, c'est gentil. Et c'est cette question. L'urgence actuellement pour le développement des transports urbains, justement pour la transition énergétique, c'est d'aller très vite, beaucoup plus vite, sur l'organisation concurrentielle des transports en France. Ouais, j'ai un bon exemple, je ne vais pas rester longtemps parce que ma fille voulait aller à Amsterdam. Elle a dit, j'ai pris l'avion. Pourquoi? Parce que Thalys, ça coûtait en seconde classe, aller-retour 400 €. Et donc, j'ai pris un avion pour aller là-bas, quoi. Donc, ça illustre parfaitement ton point. Ça ne devrait pas coûter 400 € pour prendre le train pour Amsterdam. Bon, je vais prendre des questions. Voilà, vous voulez peut-être... Comment on fait passer? Il y a un micro qui va circuler? D'accord. Il y a un micro.